Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire sur l'éco-conception, cette sixième session de webinaire qui va traiter aujourd'hui de l'intégration des éco-matériaux dans les équipements électriques et électroniques. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est une bonne idée, ces éco-matériaux, au regard du recyclage? Alors, pour rappel, ces webinaires sont organisés par Écosystème en partenariat avec le pôle éco-conception. Donc, je me présente, je suis Samuel Mayer, je suis directeur du pôle éco-conception, qui est le centre d'expertise nationale sur la performance du cycle de vie. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une thématique qui va traiter des questions de réduction d'impact environnementaux d'un produit. Parce que souvent, quand on travaille l'éco-conception, ça passe souvent par la remise en question des matériaux utilisés. Et puis, vous avez tous entendu parler d'éco-matériaux, de matériaux biosourcés, enfin, on va y revenir. Et puis, bon, c'est un petit peu un micmac. Donc, même si à ce titre, on peut imaginer que l'utilisation des écomatériaux, ça va être dans un bon sens environnemental, que c'est peut-être la solution idéale, eh ben, on va revoir tout ça et puis essayer de vous donner des pistes, une manière de faire ou enfin, un minimum de meilleures connaissances. Donc, ce sera l'occasion de revenir sur ces concepts et la définition qu'entourent en fait ces différents matériaux. Nous abordons aussi, comme je le disais, l'impact que ça peut avoir aussi à la fin du cycle de vie, c'est-à-dire au niveau du recyclage, parce que c'est souvent négligé et ça peut générer beaucoup, beaucoup de soucis. Alors, je ne serai pas tout seul aujourd'hui, puisque moi je serai l'animateur. Je suis accompagné d'autres super experts que vous connaissez sans doute déjà, en la qualité d'Édouard Carteron. Donc, alors j'ai plus la qualificatif exact, mais qui est l'expert éco-conception chez Écosystème. Bonjour Édouard. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là encore une nouvelle fois. Alors, je rappelle, Écosystème, c'est un éco-organisme à but lucratif qui est agréé par les pouvoirs publics et qui exerce une mission d'intérêt général. Donc, Écosystème coordonne la collecte, la dépollution, le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, mais pas uniquement, les lampes usagées, le petit déchet d'électrique et électronique professionnel, et puis un truc un peu particulier, les appareils d'extincteurs en fin de vie. J'ai rien oublié, ça va? Ça va, on est à but non lucratif, mais sinon tout le reste c'était parfait. J'ai dit à but lucratif? Ouais, mais c'est pas grave. J'avais mal compris. Toutes mes excuses. Alors, juste pour rappel, comment ça va se passer? On va avoir une demi-heure où, avec Edouard, on va vous présenter un certain nombre de choses. On aura une invitée, puisque on a fait une interview de Nathalie Potrema de Scanae, qui nous parlera un peu des écomatériaux, notamment de la biodégradation. Et vous pouvez poser vos questions, vous le verrez vous avez un petit outil sur le webinaire, vous posez des questions, on essaiera d'y répondre dans le webinaire. Et puis, les questions qui sont vraiment spécifiques, on les traitera à la fin du webinaire, on aura un temps d'échange entre nous. Avant de rentrer directement dans le sujet, je voulais vous dire aussi que c'est le dernier webinaire de l'année. Et puis avec donc Écosystème et le pôle éco-conception, on travaille au projet 2022 parce qu'on a eu, les gens sont assez contents a priori des retours qu'on a vous êtes contents on espère sur celui-là aussi des webinaires qui ont été faits. Et donc, on va sans doute travailler, peut-être d'ailleurs vous interroger via un mail avec un questionnaire sur les sujets que vous aimeriez qu'on traite en 2022. Mais en tout cas, pendant ce webinaire, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, parce que comme ça nous permet de bien organiser un petit peu le questionnaire qu'on vous fera. Donc voilà. Donc voilà sur la thématique générale. On va pouvoir peut-être rentrer dans le dur, si tu veux, Edouard. Donc, quand on parle d'écomatériaux, c'est vrai que ce qui vient tout de suite à l'esprit du plus grand nombre, c'est des matériaux biosourcés. Alors, biosourcés, ça veut dire quoi? C'est issu de l'agriculture, c'est-à-dire que on a allé récupérer des plantes dans lesquelles on a extrait des molécules pour ensuite en faire, on va dire, un matériau. Alors c'est pour ça que nous, au pôle éco-conception, on aime bien la terminologie agro-sourcée plus que bio-sourcée, parce que des fois, ça peut permettre de se tromper entre le bio, qui est la manière, le label qui valide
le fait qu'on ait une production qui soit respectueuse de l'environnement et l'origine des matériaux. Donc, il y a l'aspect biosourcé d'une part, qui revient souvent. Il y a l'aspect biodégradable, c'est-à-dire qu'est-ce que devient le produit? Est-ce que la nature est en capacité de pouvoir le réabsorber? Et puis le dernier, mais on le verra juste après, c'est pour ça, mais je dis juste, c'est le recycler. Et là, je laisserai Edouard en parler. Donc pour aller peut-être sur le biodégradable, le biosourcé, eh ben on est très heureux d'avoir pu avoir l'interview de Nathalie Potremat, que je présentais tout à l'heure, qui est la fondatrice, directrice générale du laboratoire Scanaed, dont le métier, elle, justement, c'est de mesurer justement la biodégradabilité. Scanaed travaille avec des grands groupes, des entreprises qui sont de tout secteur. Elle fait à la fois la biodégradabilité de fluides, etc., mais elle fait aussi des produits comme des produits on va dire cosmétiques ou des produits en plastique pour mesurer un peu la biodégradabilité. Donc, je voudrais lui laisser la parole. On a une petite vidéo de quelques minutes qui va nous permettre d'introduire le sujet et donner les définitions et ce qu'on entend par cette terminologie. Donc, si on peut voir ça tout de suite, et je vous retrouve dans 2 minutes. La biodégradabilité, déjà, au titre de sa définition, c'est un paramètre qui va permettre de vérifier la persistance d'un composé dans l'environnement ou alors la capacité d'un système, donc d'un bioprocédé. Les stations d'épuration quand on est dans un système eau, mais une usine de compostage, un méthaniseur qui va permettre aussi, ça va être un indicateur de la capacité de ces bioprocédés à dégrader ce matériau. Donc la biodégradabilité au titre strict est la biodégradabilité qui n'a pas d'impact sur l'environnement va être un matériau qui va être biodégradé autant que possible jusqu'à sa minéralisation pour que justement il aboutisse à l'état de minéraux et à une dégradation complète. Oui, effectivement. Donc, la biodégradabilité va se caractériser et va être dépendante d'un environnement. On appelle ça un un compartiment environnemental ou sinon un système de traitement. Donc, on l'a dit, station d'épuration, compostabilité et puis secteur biogaz. Donc, aujourd'hui, dès lors qu'on va avoir des allégations qui sont positionnées sur des matériaux, principalement dès lors que c'est des plastiques, ça veut dire que si ces allégations sont portées, il y a eu un test, on appelle de compostabilité généralement, qui a été appliqué. Donc, il existe 2 grands tests de compostabilité aujourd'hui. Le test de compostabilité en système compostabilité industrielle qui répond à la norme 13432 sous des conditions de température de 58 degrés. Et puis, le test de compostabilité domestique, donc sous des conditions de compost à la maison, où là, on va être sous des températures de 20 à 30 degrés. Donc, ces essais s'effectuent en fait en laboratoire. La compostabilité va intégrer aussi d'autres points importants que seulement la biodégradabilité. On va s'assurer finalement que l'ensemble du matériau puisse être testé, c'est-à-dire que s'il a des marquages, s'il a une pellicule de plastique par exemple, ce matériau va devoir être testé ou alors faudrait qu'il soit séparé, il puisse être séparé au paralame. Donc il y a une phase de caractérisation. Il va y avoir aussi une phase d'évaluation de sa désintégration. Donc en fait, sous un temps donné, est-ce que ce composé se dégrade bien? Est-ce qu'on obtient en fait le fait que le composé se décompose en plus petites particules pour in fine pouvoir être au fur et à mesure de ces décompositions assimilées par les bactéries et donc à proprement parler minéralisées. Et puis sur la fin du compost de l'essai de biodégradabilité, il va y avoir un essai, on appelle ça de qualité du compost, donc un essai d'écotoxicité par rapport à de la culture en faisant un essai d'une graine en fait
et de germination. Voilà, je ne trouvais pas le terme, excusez-moi, un essai de germination, tout simplement, pour vérifier sa qualité au titre du compost également, si le matériau n'impacte pas sur la qualité du compost. Alors, déjà, donc, si on redéfinit un terme on va dire mal défini, qui est celui des bioplastiques, c'est un terme qui prête à confusion. Il va réunir en fait différents points. Les plastiques biosourcés qui peuvent être non biodégradables, les plastiques biosourcés et biodégradables, et les plastiques non biosourcés et biodégradables. Donc, en amont, on va à la fois avoir toutes les caractéristiques pour des plastiques qui vont être à la fois biosourcés et qui peuvent être ou non biodégradables. Donc, effectivement, ce qu'expliquait Nathalie, merci Edouard d'avoir mis le schéma, puisque c'était l'objectif dont on parlait tout à l'heure. Les agro-bioplastiques, ils ne sont pas forcément biodégradables. Ce n'est pas parce qu'ils sont agro-sourcés qu'ils sont biodégradables. Ce n'est pas parce qu'ils sont issus de l'environnement qu'ils ont un meilleur impact, issus de la production agricole, qu'ils ont un meilleur impact environnemental on va dire, un plastique sourcé de matière pétrolière plus classique. Et donc, quand on voit ce schéma, alors ce schéma de mémoire, il vient de European Based, je suis en train de relire, ben, vous l'avez en bas, europeanbioplastic.org, et qui représente un petit peu la caractérisation, comment on peut classifier les plastiques en fonction de s'ils sont d'origine fossile ou d'origine issue, enfin bio-based, d'origine agricole. Et donc, on voit qu'on a 4 grandes catégories, les plastiques conventionnels, les bioplastiques type PBTA, PCL, etc., qui sont biodégradables, mais qui sont d'origine fossile, et puis ceux qui sont d'origine, on va dire, agro-sourcée, qui peuvent être aussi du polyéthylène, mais agro-sourcés, et qui ne sont pas biodégradables, et ceux qui répondent aux 2 critères. Ce que disait Nathalie, et je m'excuse, je vais essayer de résumer, c'est que quand on parle de biodégradabilité, c'est bien la fraction organique qui est biodégradée. C'est pas l'ensemble du matériau. Et voilà, il reste d'autres fractions qui sont pas biodégradées, tout ce qui n'est pas à base de carbone. Et donc, tous les essais qui sont faits, les tests, c'est bien sur ces chaînes carbonées que c'est fait. Et donc, la conclusion, c'est de dire, attention, biodégradable, ok, mais on réfléchit à la biodégradabilité par rapport, on va dire, à un système ou un environnement dans lequel il sera biodégradé. Et c'est pour ça qu'on parle de compostabilité pour les plastiques, qu'elle soit, on va dire professionnelle, sous les conditions qui étaient rappelées tout à l'heure, ou que ça soit au compost. C'est 2 choses complètement différentes et encore plus différentes que la biodégradabilité qu'on pourrait avoir dans un milieu marin ou en station d'épuration. Donc, je rappelle quand même aussi des éléments de l'ADEME par rapport à ça, qui me semblent intéressants. Qu'en matière de réduction de la quantité de déchets, c'est une priorité. On ne va pas créer plus de produits parce qu'ils sont agro-sourcés. Et donc, il faut quand même aller vers la diminution des produits d'usage unique. Je ne suis pas sûr que ça corresponde à beaucoup de produits électrotechniques comme on le traite aujourd'hui, mais voilà, c'est des choses qu'il faut quand même éviter et aller plutôt vers le réemploi, l'augmentation de l'usage. Donc, si vous voulez, le développement de l'offre des plastiques biodégradables peut s'envisager, si vous voulez, mais pour nous, c'est plutôt sur des applications spécifiques et c'est pas forcément adapté à des filières particulières. On y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, pour des sacs, je veux dire, d'ordures ménagères qui vont aller au compost, etc., il peut peut-être y avoir un intérêt. Pour des produits plus durables, ça peut interroger. Donc voilà un peu les éléments qu'on voulait vous dire pour recontextualiser la problématique biosourcée, biodégradable. J'espère qu'on a été suffisamment clair sur cette partie-là. On y reviendra avec les questions au besoin. Je regarderai si Nathalie est là tout à l'heure. Enfin, il me semblait qu'elle avait essayé de se connecter. On pourra lui donner la parole pour compléter le cas échéant. Ma question maintenant, c'était sur le 3e un peu concept qui définit éventuellement ou qui peut être dans la pensée générale des gens comme écomatériaux, c'est les matériaux qui sont issus du recyclé. Donc là, je laisse la parole à l'expert du recyclage quand même. Edouard, qu'est-ce qu'on entend par là?
Non, mais alors, du coup, c'était, comme on disait, hein, les définitions, elles sont pas, les comatériaux n'existent pas d'un point de vue définition, donc on peut mettre ce qu'on veut, les assemblages qu'on veut. Nous, il semblait intéressant de mettre aussi la notion des matériaux recyclés à l'intérieur. Hein, donc, c'est un matériau qui va être régénéré à partir d'un matériau qui lui-même était dans un produit à travers différents procédés qui sera destiné à un nouvel usage. On voit qu'il est un petit peu différent, cette notion de recycler par rapport aux deux autres. Alors avec ce problème du bio, comme on disait devant, et on a bien vu par le schéma avant avec cette croisée du biodégradable, mais qui peut aussi être finalement fossil based, etc. Mais donc on a un peu ces deux familles des biosourcés, biodégradables, et nous dans les écomatériaux on a mis aussi le recyclé. Et on voit qu'en termes de, on va dire, de bénéfices ou d'impact environnementaux, ils jouent pas forcément sur les mêmes étapes du cycle de vie. Sur le biosourcé, on va être vraiment sur des enjeux autour de la fabrication. C'est principalement là où on peut aller gagner on va dire, de l'impact théorique. Sur le biodégradable, plutôt sur les enjeux fin de vie. Et sur le recyclé, vu que c'est une boucle, on peut un peu le mettre où on veut. Hein. C'est-à-dire on peut se dire que ça permet de diminuer l'impact d'une matière si c'est une matière qui est recyclée. En même temps, vu que c'est recyclé veut dire recyclable, on est bien intervenu aussi de manière plutôt positive sur la fin de vie. Donc voilà, on va dire qu'aujourd'hui, les discussions qu'on va avoir, c'est sur ces trois notions, biosourcé, biodégradable et recyclé. Ouais, mais malgré tout, si on parle d'écomatériaux, là, on est un petit peu dans un espèce de wording un peu commercial, marketing, que ce soit biosourcé, biodégradable, recyclé. Concrètement, on parle quand même d'impact sur l'environnement, c'est-à-dire qu'il faut faire la preuve que l'impact est, enfin pour moi, hein, pour l'éco-conception, que l'impact est meilleur comparativement. Donc, je ne sais pas si toi, tu as des exemples à nous donner de comparaison des matériaux entre eux, éventuellement d'éco-matériaux. Ouais, si. Alors je pense que c'est on va dire la puissance des outils d'ACV, etc. Mais là, on a essayé de vous prendre plusieurs exemples. Donc un aluminium vierge, un aluminium recyclé sur une base de 70% de recyclé à l'intérieur, un PP, donc un plastique PP qui serait recyclé, et puis un plywood, donc du contreplaqué. Vous avez en orange l'étape pour produire la matière et puis une modélisation en jaune plutôt sur l'étape pour la transformer. Donc à la fin, ça c'est l'impact total pour faire une pièce. Et à chaque fois, c'est 1 kilo. Donc là, juste sur le plywood, vu que c'est un matériau en soi, vous n'avez pas la transformation, on va dire qu'elle est inclue. On peut regarder sur une quinzaine, une vingtaine d'indicateurs. Là, on en a pris 2 pour illustrer le changement climatique et l'épuisement des ressources. Et puis, on va voir qu'on a des matériaux à kilogrammes équivalents qui sont plus ou moins impactants ou on va dire plus ou moins qui vont générer plus ou moins de bénéfices, quoi. En gardant en tête que là, on est sur 1 kilo à chaque fois. Ouais, à ce moment-là, il faut que j'arrête de bosser au pôle éco-conception parce que c'est simple, hein, il suffit de concevoir avec du PP recyclé ou du contreplaqué, et puis on arrête l'aluminium, qu'il soit recyclé ou pas. C'est ça la conclusion? Alors ça pourrait être ça, c'est si on fait de l'analyse environnementale très basique, mais il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut regarder sur l'usage du produit là, déjà. Donc on a la fabrication, la transformation, puis l'usage. On voit des vélos en bois, quelques-uns. Il n'empêche qu'aujourd'hui, pour faire un vélo comme illustré ici, type contre-la-montre, on va plutôt être sur de l'aluminium et encore, on est plutôt même sur d'autres matériaux. Donc, un matériau va répondre à un usage. Une voiture, ça sera plutôt de l'aluminium, alors peut-être pas la 205, il n'y en avait peut-être pas encore partout, mais il y a un peu de PP pour certains usages, mais on va dire pour des pare-chocs. Donc, en fait, un matériau, ça n'a pas de sens, il se compare pas comme ça, et encore moins au kilogramme équivalent. Il va se comparer pour un usage, et puis peut-être que pour certains, on va en mettre moins que d'autres, parce que pour un même usage, on en aura moins besoin. Donc déjà, ça apporte une certaine nuance. Et puis, ça, c'est ce qu'on regarde très souvent pour l'analyse classique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller regarder une dernière chose qui va être la fin de vie. Et là, ce qu'on a voulu vous apporter, alors, faut pas ajouter ces deux valeurs de gauche et de droite, parce qu'il y a un risque de double comptage pour ceux qui font de la CV, parce qu'on a déjà compté du bénéfice du recyclé ici. Mais là, si on se refocalise sur la fin de vie, vous avez en bleu l'impact du recyclage, par exemple d'1 kilo d'une matière qui passerait dans une filière de recyclage de D3E. Donc pour recycler 1 kilo d'aluminium qui serait dans la perceuse, par exemple, vous avez son impact en bleu. Et si on regarde
le bénéfice que ça peut générer, c'est-à-dire que l'aluminium que vous produisez évite de produire un nouveau kilogramme d'aluminium, c'est la partie en verre. Et là, du coup, le plywood que tu voulais mettre de partout tout à l'heure, on peut se poser la question. Effectivement, il n'a pas un énorme impact au recyclage, mais il n'a pas un énorme bénéfice dans notre filière à nous, parce qu'on va le voir, on a beaucoup de difficultés à les recycler, ce genre de matériaux. Donc, il peut au mieux terminer en incinération, ou peut-être même en enfouissement. Donc, finalement, si on se regardait que la partie de gauche, on aurait peut-être eu une vision assez biaisée. Donc, c'est bien on va dire, ce parcours qu'il faut faire pour bien savoir, quand on parle d'un éco-matériau, est-ce qu'il est si éco que ça? Et en tout cas, il est éco dans une circonstance et peut-être moins dans une autre. Tu me fais plaisir là, tu es en train de me dire qu'il faut avoir une vision sur le cycle de vie. C'est pour toi. C'est-à-dire jusqu'à la fin de vie. Alors, peut-être quelques éléments sur la fin de vie, la filière. Parce que j'ai des questions qui arrivent sur est-ce qu'un plastique recyclé, on peut dire que c'est un écomatériau? Tu parles de filière, est-ce que on peut voir un peu comment ça se passe? Ouais, alors c'est des sujets qu'on avait un peu abordés, la filière, sur des webinaires précédents, dont le premier. Mais on vous remettra le lien aussi de ces webinaires-là. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre la filière. Et la filière aujourd'hui, c'est 600 000 tonnes pour écosystème géré par an. Là, je vous ai juste mis un exemple on va dire, d'un site théorique de traitement des petits appareils en mélange, qu'on va appeler PAM. Et on voit finalement que vous voyez assez peu de personnages. Et c'est pas anodin, c'est que c'est des filières assez mécanisées, pour plein de raisons, dont les volumes à traiter. Mais le matériau va réagir à une filière, et nous, la filière du D3E, c'est celle-ci. Et donc ça, c'est le point de départ qu'il faut avoir en tête quand on va parler de la réaction de ces matériaux à la filière, ou en fin de vie de manière générale. Alors, pour ceux qui l'auraient loupé, tu disais il y avait eu un webinaire en début d'année là-dessus. On vous mettra le lien quand on vous enverra tous les éléments, le diaporama, le replay, si vous souhaitez revoir ce webinaire qui explique plus en détail en fait la problématique de la filière. Donc, non, merci pour avoir pris le temps d'expliquer tout ça. Mais d'ailleurs, j'ai une question, j'ai envie que tu y répondes. Est-ce que ces filières sont elles-mêmes éco-conçues? On nous pose la question. Du coup, j'ai pas entendu, excuse-moi. La question, tant qu'on est sur les filières, est-ce qu'elles sont elles-mêmes éco-conçues? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait sur les technologies pour qu'elles réduisent leur impact? On l'a vu parce qu'il y avait malgré tout, je me souviens sur le diapo d'avant, entre l'aluminium et le PP, il y avait 50% d'écart. Ça m'a un peu surpris. Je pensais que le PP, ce serait moins, vu les températures de transformation. Ouais, alors c'est une très bonne question. Je dirais que la filière de recyclage, si vous avez participé au webinaire précédent, alors on n'arrête pas de faire la pub de ceux d'avant. J'espère que celui d'aujourd'hui il est intéressant quand même. Mais on avait parlé de nos travaux sur le bilan environnemental de la filière et essayer de nous détecter justement où sont les hotspots, les enjeux majoritaires et ceux sur quoi on doit travailler en premier. Donc je dirais que est-ce qu'elle est co-conçue aujourd'hui à 100%? Peut-être pas. Par contre, on est clairement en phase d'amélioration et on sait là où on doit travailler en premier. Après, si on parle de toute la filière jusqu'au recyclage final et à la regranulation, si on parle d'un plastique, ou la refonte, si on parle d'un aluminium, c'est une multitude d'acteurs, c'est ce qu'on avait aussi expliqué. Donc, c'est du travail, on va dire, qui ne sera jamais fini. Mais tant mieux. C'est-à-dire que ça fait toujours du travail. Mais effectivement, c'est des vrais enjeux de se dire aussi, il faut réduire les impacts du recyclage et améliorer ses bénéfices. Et dernier point sur la filière, avant d'aller plutôt sur le comportement de ces matériaux, est-ce que aujourd'hui, je parle bien d'équipements d'électrique électronique, est-ce qu'aujourd'hui, un plastique biodégradable sera séparé et traité? Est-ce que la filière, elle existe ou pas? Eh bien, alors, j'allais aborder le sujet après, mais du coup, je vous propose qu'on le reparle, parce que dans un plastique biodégradable, il va dépendre déjà duquel on parle. Est-ce qu'il est proche d'autres plastiques communément utilisés? Je vous propose qu'on en reparle juste après, parce que je pense que ça va aussi soulever d'autres sujets et d'autres questions.
Ok, donc aujourd'hui, hein, on parle plutôt d'une filière mécanisée avec des volumes conséquents. J'ai de mémoire un ordre de 600 000 tonnes traitées par an. On Ouais. s'interroge, tu me corrigeras. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment les matériaux vont se comporter dans la filière, Ouais. filière produits électriques et électroniques? Bah alors, du coup, je vous propose de couvrir les enjeux qu'on va avoir dans cette filière et par rapport à ces matériaux. Euh, un des premiers, c'est un peu générique hein, et un peu évident pour tout le monde, je pense, mais c'est la durée de vie de ces équipements. On n'est pas dans de l'emballage, on est sur des produits qui ont des durées de vie longues, et donc on n'a déjà pas envie que pendant leur usage, ils se dégradent ou se biodégradent. J'ai en tête c'est un travail de labo d'un labo chinois qui a développé une montre qui se biodégrade pas mal en raison de l'humidité. Donc sur l'idée c'est génial, sauf que si vous laissez votre montre la nuit dehors et que c'est une journée où il y a une grande rosée ou vous tombez dans la piscine avec votre montre, bon ben elle va un peu se biodégrader quoi. Donc on voit déjà que nous on a un enjeu, c'est que ces matériaux-là doivent rester sur toute leur durée de vie qui peut être très longue en état de fonctionnement. Donc ça c'est déjà du coup la biodégradation elle est déjà une question qu'on peut se poser quoi. Un deuxième gros enjeu, c'est la composition des D3E. On voit souvent le test, enfin c'était un test qui avait un peu fait le buzz, mais c'était le test du slip pour voir si les terres étaient de bonne qualité. Vous enterrez un slip et puis vous regardez un an plus tard si c'est bien biodégradé. Nous, dans nos D3E, c'est une multitude de matériaux, donc on pense déjà pas à l'enterrer, mais même on ne pourrait jamais envoyer un D3E directement dans un méthaniseur ou une filière de compostage. Donc on voit déjà qu'on a un gros travail à faire en préparation. Pour ça, c'est un peu le contexte générique. Et après, on a des enjeux très spécifiques. Et c'est là on va aborder ces différents sujets de matériaux de filière. C'est le modèle économique du recyclage et qui va s'appuyer sur, on va dire, 3 grandes pistes. La première, c'est la quantité du matériau en fin de vie. Souvent, quand on parle de ces écomatériaux, déjà, ils vont pas venir remplacer à 100% un matériau qu'on avait avant, mais au mieux remplacer en partie, et sinon s'ajouter. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la diversité des matériaux, et mécaniquement, on va diminuer la quantité de chacun au total. Et pour nous, plus les matériaux sont en faible quantité, plus ça va être difficile de les travailler. Donc déjà, c'est le premier point. Peut-être pour illustrer ça, je peux vous donner quelques chiffres. Par exemple, le bois. Si je prends le PAM qu'on a vu avant, donc les petits appareils, nous aujourd'hui, on va dire qu'on a entre 2 et 3% de bois au total comme quantité. Si je prends le verre là-dedans, c'est 2%. Je prends le carton, donc c'est quand même des produits qu'on va plutôt associer à écomatériaux. Le carton, c'est 0,1%. Et si je prends les bioplastiques dont on a abordé ce sujet, aujourd'hui, c'est des traces. On n'a pas dans les déchets de biosourcés. Donc, on voit que déjà, ça va être un sujet il n'y a pas un énorme gisement. Après, qui est relié à ce fait-là, ça va être la capacité à identifier et trier ces matériaux. Plus ils sont en faible quantité, plus il est difficile de les identifier et de les trier. Et on voit assez bien que si on a moins de 2% de tout petits morceaux de verre qui se baladent au milieu de cette grande ligne mécanisée, comment on va arriver à les identifier? Alors, tout est possible sur le papier et il y a très probablement une technologie à mettre en place, mais une technologie pour une quantité aussi faible, ça va poser un certain problème dans le modèle économique dont on parlait avant. Et puis quand on parlait d'un bioplastique, il y avait une question. C'est aujourd'hui comment on va l'identifier. Finalement, un bioplastique, c'est un plastique. Il peut avoir des densités très proches d'un plastique, par exemple, qu'on va nous très bien recycler, qui pourrait être un PP ou un PS. Et il n'y a aucune raison qu'on arrive à mieux le trier qu'un autre. Il va être juste là en plus des autres. Et puis à la fin, il y a l'existence d'un exutoire. C'est-à-dire que, imaginons qu'on a des quantités, qu'on arrive à les trier, mais après, faut le vendre, ce matériau recyclé. Et on pourrait se dire, imaginons qu'on a du carton. Est-ce qu'on aurait la filière carton qui serait intéressée par venir chercher du carton chez nous, qui aurait potentiellement pas été très pur, beaucoup mélangé, alors qu'on a une filière de l'emballage
qui produit naturellement du carton sur des qualités intéressantes. Donc, c'est même pas parce que qu'on a des quantités qu'on va avoir un acheteur en face. Et ça se pose aussi avec le verre. Est-ce que nous, nos faibles quantités de verre, elles vont intéresser quelqu'un? On avait mené des travaux sur du verre de vitrocéramique. Alors déjà, c'est très difficile à isoler, mais on pouvait produire en 1 an la quantité qu'un acheteur pour faire du verre de vitrocéramique allait acheter en 1 journée. Donc, est-ce qu'il allait passer autant de temps à faire un surtri, etc., à changer ses approvisionnements pour même pas 1 journée de production sur 1 année? Donc, on va voir que c'est déjà ces 3, on va dire, couples-là qui vont poser un vrai enjeu. Et puis, le dernier point, c'est le risque de pollution de fractions qu'on arrive déjà à recycler. Où là, on se dit, on fait déjà des choses bien sur certaines matières. Est-ce qu'on veut prendre le risque que certaines viennent nous polluer ce qu'on arrive à faire aujourd'hui? Moi, j'aimerais bien savoir. Tu dis que vous faites des trucs bien en termes de valorisation, prix, recyclage. Tu peux nous en dire un peu plus? Tu as des exemples de ce qui marche bien? Si on parle toujours de ce qui ne va pas, donc qu'est-ce qui va bien? Ouais, alors, ce qui va bien, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on va arriver à recycler certains plastiques. C'est bien. Alors, tout à l'heure, on parlait du PP. Alors, je vais attaquer carrément dans ce qui va très bien, parce qu'on va dire que le PP, on y arrive. Et on voit arriver aujourd'hui, pas forcément encore dans des produits, mais du moins dans des échanges avec des producteurs, des intérêts sur du PP, mais bio-based. Donc, pas pétrole-based, mais bio-based. Et ben là, par exemple, on n'est pas sur une pollution, parce que c'est 2 PP, exactement pareil d'un point de vue, ils ont juste pas la même source à la base, mais du PP bio-based et du PP pétrole-based vont très bien se recycler ensemble. Par contre, si on amène, alors aujourd'hui c'est quand même plutôt l'emballage, mais il y a des choses sur le PLA, sur d'autres matières plastiques bio-based, nous elles vont être vues comme un perturbateur, parce que si c'est des plastiques qui ont des densités assez proches, par exemple de l'ABS, le PLA, elles risquent de se retrouver dans notre fraction d'ABS et nous polluer cet ABS qu'on a recyclé, parce que l'entrée sera jamais la même. Il y aura des fois peut-être 1%, des fois 0,1%, donc ça va nous polluer la qualité finale. On pourrait aussi se poser des questions sur des charges naturelles. On entend parler du lin, etc. Alors ça, je dirais que c'est même pas spécifique au bio ou à l'écomatériaux. C'est que c'est des choses qui vont venir perturber dans tous les cas. Alors au mieux, on arrive à les filtrer, mais ça complexifie. Si demain tout le monde met des fibres de chanvre et des choses comme ça, on n'arrivera pas à avoir une matière recyclée in fine de très bonne qualité. Et puis je prenais tout à l'heure l'exemple du verre. Nous, on n'alimente pas du tout la filière de recyclage du verre, qui se comporte quand même plutôt bien, la filière verre emballage, le verre flotte. Nous, aujourd'hui, on a du verre de vitrocéramique, on a du verre dans les fours. Souvent, c'est des verres avec du borosilicate. Et ça, c'est des perturbateurs pour eux. Ils en veulent surtout pas. C'est-à-dire que même si au milieu de ça, on a du verre qui pourrait être recyclé, mais s'il y a un risque d'avoir du verre au borosilicate, eux, ils vont faire la chasse à ce type de matériaux. Ils veulent absolument l'enlever. Donc, nous, arriver avec ça au milieu, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on a cet enjeu de pollution qui va nous faire potentiellement écarter certains matériaux parce que ça ne va pas fonctionner avec l'équilibre global de la filière. Ouais, je comprends, mais Edouard, bon, là c'est un point de vue d'expert, mais concrètement, moi, en tant qu'entreprise, si je produisais des équipements électriques et électroniques, comment je peux gérer ça? Parce que j'ai pas forcément la connaissance de tout, j'ai pas forcément le temps d'aller faire une étude des filières et de ces éléments. Est-ce que tu as un conseil ou comment toi tu t'y prends chez Écosystème pour aider les entreprises dans leur choix? Ouais, alors on a plusieurs outils. Il y a notre rôle de conseil aussi, c'est-à-dire qu'on a déjà des producteurs aussi qui viennent nous voir, nous demander en disant si je vais là-dessus, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Donc nous, on va leur apporter cette connaissance de la filière, mais vu qu'on peut pas être de partout, on a aussi des outils à proposer. Alors ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai fait une mini comparaison entre 2 cas fictifs. Alors je sais pas s'il y a des personnes du secteur des box, Orange, SFR, je vous prie de m'excuser, j'ai fait des choses, on va dire, très fictives. J'ai essayé de créer une box en plastique et une box à base de bois. J'ai pris des compositions qui viennent des anciennes études préparatoires de l'éco-design directive. Donc, bon, on va dire que les chiffres en soi, ils sont probablement faux.
mais c'est l'idée. Et donc, à gauche, vous avez un casing noir qui sera en ABS, et à droite, ça serait la même box avec un casing qui serait fait en bois. Et je dis, nous, aujourd'hui, on a 2 outils. Le premier, c'est un outil d'aide au calcul de la recyclabilité qui s'appelle Recyclable, qui est disponible à tous nos adhérents. Et donc, alors je vous épargne le travail, je vous l'ai fait, mais j'ai modélisé dans cet outil ces deux box. J'ai imaginé une conception assez basique. Et puis à la fin, on voit assez bien ici, finalement, que la box en noir, elle serait, on va dire, recyclable à peu près à 70%, vu sa composition, le box plastique, et la box en bois à 43%. Ce qui est peut-être assez contre-intuitif si on demande à une personne lambda en disant la recyclabilité ou la fin de vie, le bois, c'est un beau matériau. Si on regarde la recyclabilité, on voit que ça va faire chuter le taux, parce que dans nos filières, le bois, on n'y arrive pas. Ça, c'est une approche recyclabilité fin de vie. Un deuxième outil qu'on a, on a commencé à le voir tout à l'heure, c'est des outils d'impact environnemental. Donc, on met à disposition des ICV, donc des inventaires de cycle de vie pour modéliser l'impact de la fin de vie. Alors, ils sont inclus déjà dans 2 logiciels, CIMAPRO et EIME pour les connaisseurs d'ACV. On réfléchit avec d'autres fournisseurs d'outils pour inclure nos données, pour que ce soit plus simple pour vous. Et j'ai fait un peu le même calcul. Alors, j'ai pris 2 indicateurs, pareil, un peu au hasard et pas vraiment, mais c'est pour vous montrer toujours un peu la complexité. Mais vous avez ici la box qui est en bois et ici la box en plastique. Et donc sur l'indicateur changement climatique, on voit que recycler, ça va avoir des impacts. Donc sur la box en bois, un petit peu plus que sur la box plastique, mais très faiblement plus. Par contre, sur les impacts, on va dire les positifs, ce qu'on peut éviter, on voit que le bois va apporter beaucoup moins de bénéfices que le plastique, parce que au mieux, on va arriver, ce qu'on disait tout à l'heure, à l'incinérer. Et donc, l'incinérer, on récupère de l'énergie. Mais avec le plastique, on peut imaginer refaire du plastique, donc on va éviter la production de plastique. Ce qui est intéressant avec la CV, c'est qu'en fonction des indicateurs, on n'a pas toujours la même conclusion. Ça, c'était juste pour vous montrer la complexité de la chose. Et donc, on est gentil, mais jusqu'à un certain niveau, parce qu'on va vous laisser la complexité gérer. Gérer de la complexité, parce que c'est des outils qu'on met à disposition. Par contre, on peut sans problème en reparler, puis on peut apporter une couche supplémentaire d'aide. Mais l'idée, c'est qu'on a quand même 2 outils prêts à l'emploi qui vous permettent de figurer, de comprendre ces enjeux-là autour de la fin de vie, sachant qu'il n'y a pas que la fin de vie, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et aborder l'enjeu que de la fin de vie sur ces matériaux-là. Ouais, mais quand même, Edouard, là, parce que on est un peu surpris, le bois, on nous pose la question, dans la filière aujourd'hui de l'équipement électrique et électronique, il est séparé, si je comprends bien, d'après les ICV, mais par contre, il n'est pas recyclé. Non. On va dire que donc, faut voir que rentre dans la filière un produit constitué de bois, et pas que. Si je prends un produit avec du bois, il va être broyé, donc il va suivre les mêmes choses, et on va plutôt être dans une filière où on va trier, on va dire, positivement. C'est-à-dire qu'on va essayer de sortir les matériaux qu'on souhaite recycler. Et le bois, il est plutôt, lui, sur un tri négatif. On ne cherche pas, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour des raisons de quantité, de qualité de ce bois, d'exutoire existant, etc., à aller le chercher. Donc il va plutôt se retrouver en tri négatif, et en fonction des chaînes et des sites, certains vont se retrouver dans des tri négatifs assez propres. On peut l'imaginer du coup en incinération, voire en CSR, donc en combustible solide de récupération pour alimenter des cimenteries. C'est pour ça que ça génère quand même un certain bénéfice en verre, mais on va pas aller refaire par exemple un panneau particule, donc un panneau de bois avec ce bois-là, jamais. Et si on avait nos collègues d'écomobilier ou de Valdelia qui sont sur les filières sur l'ameublement, ils vous tiendraient un propos complètement différent. Eux, le bois, de mémoire, c'est 60 ou 70% du gisement. Donc, une des premières sources pour eux de destination du bois, c'est de faire des nouveaux panneaux particules. Donc, ils n'auraient pas du tout la même ICV que nous. Et sur le plastique, c'est plutôt l'inverse. Ils ont très peu de bois, très peu de plastique. Donc, ils ont très peu de recyclage sur le plastique. Donc, ils auraient probablement les mêmes schémas, mais il faudrait juste croiser les valeurs. Il faudrait juste mettre plastique à gauche et bois à droite, et inversement. Donc, c'est vraiment une filière.
Alors, l'exemple, il est bien parce que justement, il amène plein de questions, je les vois qui apparaissent au fur et à mesure. Ce que je vous propose, c'est qu'on va les reprendre une par une après. On va dérouler, parce qu'il y en a beaucoup et je veux qu'on y réponde, qu'on prenne le temps d'y Ouais, répondre concrètement. pas de Euh, problème. Quand même une importante sur les ICV qui sont produites par écosystème. On est bien d'accord que ça ne prend pas que la fin de vie, hein. C'est matière première plus une fois qu'il arrive jusqu'à la fin de vie, hein. C'est toutes les étapes du cycle de vie, c'est pas uniquement Alors fin de vie. non, non, Ah non, non, justement, en fait, nos ICV, nous, la filière, on l'a fait sur ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est le traitement des produits en fin de vie. Donc nos ICV, grosso modo, elles sont construites, je vais un peu schématiser, hein, mais comme 1 kilo d'ABS rentrant dans le traitement d'un petit appareil, parce que ça va être traité comme un petit appareil. Et donc aujourd'hui, vous faites votre modélisation ACV, vous prenez, vous dites, mon produit est constitué de 1,2 kg d'ABS, donc vous allez chercher l'ICV correspondant à 1,2 kg d'ABS, puis après, il est injecté, donc vous allez prendre le module d'injection. Et nous, grâce à nos ICV, vous allez dire, en fin de vie, il va suivre une filière, je vais prendre le module d'1 kg d'ABS rentrant dans une filière de recyclage. Et par contre, on l'a fait sous 2 versions, qu'avec les impacts, et la version avec les impacts et les bénéfices. Ça, c'est pour les plus connaisseurs, c'est des enjeux de double comptage, enfin de choix de comptage du bénéfice du recyclage. Soit vous le mettez sur le bénéfice, sur le fait d'inclure de la matière recyclée, soit vous dites, je génère de la matière recyclable, il faut juste pas compter 2 fois. Donc nos ICV, en fonction de vos choix, vous en prenez une ou l'autre. Mais elle s'intègre complètement dans les travaux que font, on va dire, tout praticien en ACV. Ou avant, c'était plutôt les bases de données, c'était plutôt j'ai 1 kilo de déchets gérés en unité en déchetterie. Ce qui voulait pas dire grand-chose parce que de nouveau, c'est une filière. Et c'est pas le déchet en soi, il veut rien dire. C'est un déchet dans une filière. Donc nos modèles s'intègrent très bien dans les simulations classiques. très bien. Je close ça, mais juste pour qu'on puisse terminer, on va revenir sur l'exemple et les questions que vous avez en particulier. J'aimerais qu'on arrive peut-être à une conclusion sur les écomatériaux pour remettre justement en perspective du cycle de vie et en espérant que la petite vidéo pourra bien se produire jusqu'au bout. On avait Nathalie Potremac, justement, à qui on a posé la question et qui nous a répondu justement sur c'est quoi un écomatériau à son sens au regard de la recyclabilité et de la biodégradabilité ou de la ressourcée. Donc, si on peut lancer la vidéo. Je vais lancer la vidéo. Alors moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai entendu parfaitement. Du coup, je sais pas le problème qu'il y avait. J'espère que ça va bien se passer, mais. Alors, je pense déjà, la stratégie qu'on va porter sur un écomatériau, comme on dit, alors si on redéfinit la notion d'écomatériau, ça va être un matériau finalement donc, qui est développé pour répondre à ses fonctionnalités, donc qui va garder ses fonctionnalités et son usage, tout en y ajoutant en fait des critères environnementaux. Ces critères environnementaux vont être évalués d'ores et déjà sur tout le cycle de vie en fait du produit, donc de sa production jusqu'à son élimination. Donc je dirais là, c'est là où justement une démarche sur tout le cycle de vie est pertinent à voir, je dirais au-delà de la stratégie d'élimination seule, voir sur tout le cycle de vie l'impact de la conception de ce matériau. Et ensuite, au titre, on va dire, des issues d'élimination, il va y avoir la notion de recyclage et de biodégradabilité. Donc, un des points majeurs, c'est de s'assurer que si on se dirige vers une filière ou une autre, qu'on pourra garantir finalement que cette filière puisse être respectée au titre de son élimination. Donc, que le matériau qu'on aura séparé puisse être bien orienté vers une filière de biodégradabilité ou bien orienté vers une filière de recyclabilité et que finalement, sous la filière qu'on aura choisie, qu'on puisse être sur un rendement maximum soit de biodégradabilité, soit de recyclage.
Ça, c'est un point, selon moi, qui est ultra important pour que justement la notion de critères et d'objectifs donnés aux matériaux soit pertinent. L'autre point qui est très important en cette période, c'est de regarder les conditions réglementaires aujourd'hui, les nouvelles lois, et de pouvoir justement, par rapport à sa propre application, essayer de voir en fait quelle est l'orientation qui est donnée donc entre recyclage et biodégradabilité, ou quels seront justement les critères à bien regarder ou les critères d'évaluation de cette biodégradabilité, quelle est la méthode qui est mise en œuvre pour l'application qui est la vôtre en fait quand vous cherchez à donner des objectifs de biodégradabilité, afin de ne pas être à côté, en fait, tout simplement. Donc, on peut porter une belle idée de développer un produit sans impact sur l'environnement. L'important, c'est qu'il réponde bien aux évolutions réglementaires et que justement, les analyses correspondent bien au devenir du matériau. Et qu'ensuite, la chaîne le traite sous l'objectif que vous lui portiez au titre de sa qualité, en fait, d'éco-matériaux. Eh bien, ouais, donc là, on a eu le point de vue, général sur tout type de filière hein, que Nathalie nous propose. Mais toi, Edouard, d'un point de vue plus filière des produits électriques et électroniques, c'est quoi un écomatériau? Ouais. Bah, du coup, je trouve que c'est très intéressant parce que Nathalie avait une vision, comme tu dis, plutôt interfilière, mais assez axée biodégradabilité. Et en fait, on a exactement la même vision, c'est de dire, on peut pas systématiquement dire un éco-matériau, il va être meilleur que son matériau classique qui va remplacer. Et je pense que Nathalie abordait une chose qui était la vision sur tout le périmètre. Et c'est bien ça qu'on a montré aujourd'hui, c'est de dire, faut regarder tout le cycle de vie, dont la fin de vie. Faut pas surévaluer la fin de vie, faut l'évaluer à sa juste valeur et peut-être qu'on peut accepter de perdre certains bénéfices sur la fin de vie, mais parce qu'on va énormément gagner sur une autre. Et ça, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que très souvent, on oublie l'autre, la fin de vie, et on regarde que, on va dire, le début. Donc, c'est de bien avoir tout ça en tête. Et puis, et ça, c'est peut-être le côté un peu, ingénieur, ACV, etc., mais c'est de dire, il y a aussi tous les indicateurs. Et malheureusement, ça apporte une certaine complexité, mais qui est non négligeable quand on va aborder potentiellement des enjeux de communication. C'est qu'on l'a vu tout à l'heure sur le changement climatique, sur un exemple, c'était assez clair. Mais si on regardait un autre indicateur, j'ai pris volontairement un indicateur qui n'est pas hyper pertinent dans le cas du D3E et du EE, mais pourquoi pas, la conclusion était potentiellement différente. Donc, c'est de dire, regardons tout le périmètre, regardons de manière assez large aussi tous ces indicateurs et à partir de ça, vous faites un choix. Et ça, on avait abordé aussi ce sujet de la communication quand on parlait des plastiques lors d'un autre webinaire. Mais ça reste sensible. Et je dirais, il faut qu'on fasse attention de ne pas mettre un égal systématiquement entre écomatériaux et matériaux écologiques. Enfin, on l'a vu, ça n'a pas forcément du sens. Ça peut en avoir, ça n'en a pas toujours. Donc la communication autour de ça doit être faite avec, on va dire, un certain niveau de précaution. Et je pense qu'on peut trouver des matériaux éco qui remplissent toutes les cases, mais c'est pas systématique. Bon. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour de différents éléments qu'on avait prévu de vous présenter. Moi, j'aimerais bien qu'on traite un peu les questions parce qu'elles sont nombreuses. Ouais. Là, il y a une question qui se pose un petit peu avec enfin, dans l'exemple qui a été pris, on a beaucoup parlé des plastiques, bois, donc sur le capotage. Et donc, on me demande, mais est-ce que la partie électronique, elle est traitée des recyclés, d'une part, et puis quel est son impact relatif par rapport, on va dire, à la structure sur laquelle elle... Ok, alors, du coup, il y a deux questions. J'irais oui, elle est traitée et recyclée. Je me suis pas lancé dans un énorme travail. Donc, je ne sais pas si tu as les éléments là, parce que ce n'était pas l'objectif, mais alors on va dire que comment est traitée la partie électronique et puis la part de l'électronique dans la CV par rapport. Ouais. Vous m'entendez? En fait, tu m'entends, Samuel? Allô? Alors, j'ai eu un petit souci chez moi, mais je ne sais pas si c'était chez toi. Si tu peux reprendre.
Ok, ouais, pas de problème. Je disais que effectivement cette partie recyclage on va dire des autres éléments, elle est faite. Alors je l'ai volontairement pas mis là-dedans parce que dans mon exemple de la box très partiel qu'il est, vu que dans les deux cas la partie électronique serait recyclée de la même manière, elle ne rentre pas dans la comparaison parce que vous allez comparer finalement ça fait juste monter des barres des deux côtés de la même manière ou les descendre. Par contre, par exemple, si je reprends ces données-là et sur les ICV, dans les ICV qu'on va produire, vous aurez tous les matériaux et notamment les cartes électroniques que vous pouvez modéliser. Donc oui, on les a. J'ai pas sous la main l'impact, on va dire, de la partie de la carte électronique par rapport au reste. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne question qui est posée parce que pour moi, c'est exactement la personne, elle était déjà à notre conclusion, c'est-à-dire c'est une vue globale qu'il faut avoir. Et peut-être que parler du bois, enfin du casing de la box, finalement, en impact relatif par rapport à d'autres éléments de la box, ben c'est pas là où seront les hotspots. Moi, j'ai fait volontairement un zoom aujourd'hui parce que c'était le cadre du produit, mais je trouve qu'il y a déjà la logique cycle de vie, éco-conception, c'est-à-dire concentre-nous là où il y a des problèmes. Là, pour illustrer, j'ai fait on va dire, j'ai mis une focale sur ces matériaux, mais évidemment, il faut regarder les autres. Et si 90% des impacts ou des bénéfices, ça dépend ce qu'on va regarder, viennent des cartes électroniques, ben en fait, peut-être que ça veut dire qu'il faut travailler en priorité sur les cartes, ce qui n'empêche pas qu'il y a toujours une différence entre un casing avec une matière et un casing avec une autre. Ouais. Juste question, tant qu'on est là-dessus, on nous pose une question sur l'échelle. Ouais, l'échelle, elle est donnée. Hein, c'est en équivalent gramme, équivalent CO2 pour le changement climatique. Là, je l'ai mise. Là, on a sur le. Ouais, je l'ai mise ici. Dans les premiers, j'avais pas mis l'échelle, c'était un peu volontaire parce que c'était des calculs, on va dire, d'ordre de grandeur que j'ai utilisé. Donc c'était juste pour vous montrer des thématiques. L'échelle était volontairement enlevée pour pas qu'on passe trop de temps sur le zoom de l'échelle. Mais là, sur celui-ci, je l'avais laissé. On est en grammes et pas en kilogrammes de CO2, mais c'était parce que c'était comme ça que ça sortait de mon simulateur. Si vous avez plutôt l'habitude d'être en kilogrammes, bah, c'est assez simple. Hein, vous enlevez tous les zéros, les 3 zéros qui sont ici, et vous aurez le kilogramme équivalent. Sachant que nos données sont disponibles et vous pouvez les utiliser en fonction de l'échelle que vous voulez, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont connaisseurs et qui posent des bonnes questions quand on travaille sur de la CV. C'est très intéressant. Oui, mais justement, moi j'ai des questions sur le niveau de maturité des entreprises et des outils. On a des personnes qui s'interrogent en disant, mais est-ce qu'on peut pas, comment dire, un peu fusionner Recylab avec un logiciel d'ACV? Et puis l'autre point, pour une entreprise, on pense à des petites entreprises qui n'ont pas forcément les compétences d'utiliser ces logiciels. Comment on peut faire, quoi? Enfin, qu'est-ce qui est disponible? Ouais, alors du coup là aussi deux questions. Sur la première, on avait eu des échanges à un moment avec un des éditeurs d'un des logiciels pour fusionner parce que lui, il avait aussi des questions sur la recyclabilité, ça l'intéressait. Alors, j'ai deux réponses qui seront pas satisfaisantes, mais c'est deux réponses. C'est qu'aujourd'hui, vu les demandes, et c'est un certain coût, parce qu'il faut faire des API entre le format de nos données et le format des données des logiciels. Donc, on n'avait pas suffisamment de demandes, respectivement des deux côtés, pour engager des dépenses là-dessus. Donc ça, c'est une première réponse. Une deuxième, par contre, ce qu'on a fait, c'est que on a autorisé des consultants à utiliser au nom des entreprises recyclables. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que souvent les industriels ne sont pas toujours équipés et assez souvent les logiciels en propre, ils vont faire l'étude par un consultant. Et vu que c'est à peu près les mêmes logiques, maintenant, vous pouvez demander au consultant qui fait l'étude d'utiliser recyclable et vous faire une étude en même temps de recyclabilité. Donc, on a quelques adhérents qui utilisent ça et qui, en même temps, qui sous-traitent l'étude ACV, vont sous-traiter l'étude de recyclabilité. Après, pour ceux qui n'ont les tout petites structures, je pense qu'aujourd'hui, on a abordé quelques grandes lignes. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, des sujets de bois
j'ai quand même assez peu d'espoir que ça soit vraiment une super idée d'un point de vue fin de vie. Après, c'est malheureusement, quand on veut avoir une vision holistique et commencer à comparer sur toutes les étapes, c'est compliqué, mais il y a un peu qu'un outil qui permet aujourd'hui de le faire rationnellement et être serein. Ça reste la CV. Alors, elle peut être plus ou moins simplifiée. Mais si aujourd'hui on demande de comparer l'impact sur la phase de production et la phase de fin de vie, on est tellement dans des mondes différents et de nouveau il y a l'usage qui est là au milieu. C'est compliqué de le faire avec une simple recommandation. Moi, je vais vous dire, évitez d'utiliser le bois. Mais ça n'a pas de sens parce que je ne sais pas pourquoi vous l'utilisez et il faut le regarder aussi par rapport à quoi vous l'utilisez, qu'est-ce que vous utilisiez avant. Donc, voilà, c'est malheureux, mais aujourd'hui, c'est des outils. Alors, le pôle a peut-être aussi des outils un peu simplifiés et puis des méthodes ou des formations qui permettent aussi de s'acculturer à ces sujets. Je te renvoie du coup un peu la patate chaude, Samuel. C'est bien sympa de te prendre comme expert. Non, mais blague à part, pour nous, au pôle éco-conception, il n'y a pas d'éco-matériaux. L'exemple qui avait été pris au début, où on disait il y a des usages, je sais pas si tu peux revenir dessus, Edouard, en fonction des matériaux. Donc, parce que si on parle d'éco-matériaux, c'est comme comment dire, les super-héros. Il y aurait des gentils et puis il y aurait des méchants. Non, l'éco-conception, c'est pas comme ça. Il y a des matériaux et il y a des usages. Et donc, on ne peut pas dire, voilà, je sais pas, moi j'ai beaucoup travaillé dans le titane. Titane, c'est très très polluant à produire, à extraire, à produire. Si c'est pour mettre dans un vélo, bon, c'est pas sûr que ça soit super intéressant. Par contre, si c'est pour un avion, ça peut être quand même intéressant de l'utiliser par rapport à d'autres matériaux qui seraient moins résistants et moins lourds. Et donc, je pense qu'il faut bien regarder l'usage qu'on a et d'avoir une vision globale, macro. Et donc, toutes les remarques que vous avez faites en disant oui, mais l'électronique, le machin, me dit bah oui, bah, c'est pour un usage rendu, pour un temps donné et par rapport à des acteurs de la fin de vie qui sont positionnés. Je parle de manière globale. Aujourd'hui, ben, les produits électriques et électroniques, au moins pour le petit électroménager, ils devraient finir normalement dans une filière séparée si les gens font comme il faut et rentrer dans les filières écosystèmes pour la partie française avec un modèle économique qui fait qu'on va traiter ce qui arrive majoritairement et qui a été produit avant. Voilà, donc on ne peut pas projeter non plus, difficilement projeter les filières qui auront lieu après. Donc pour nous, pas d'éco-matériaux, des matériaux et différents types d'usages. Donc c'est plutôt comme ça qu'on voit. Et puis quand on intervient, puis on a eu la question, on a travaillé éco-matériaux, mais il y a l'usage, hein, effectivement, il y a l'impact à l'usage. Avec l'exemple de l'avion, produits transportés, etc., il faut faire attention. La consommation d'énergie en phase d'utilisation ne doit pas être, on va dire, dévoyé par rapport à un usage ou un autre d'un matériau. Donc voilà, nous le positionnement qu'on a sur cette partie matériaux, donc on est toujours très très mal à l'aise avec des bases de données éco-matériaux qui peuvent être proposées des fois. Autant ça peut être vrai dans le bâtiment parce que les matériaux dans le bâtiment ils sont liés à un usage, à une isolation, à quelque chose. Donc on a la fonctionnalité, donc on peut comparer relativement un matériau par rapport à un autre parce que c'est pour une fonction donnée. Dans ce qu'on fait nous tous les jours en éco-conception, c'est pas le cas. Donc malheureusement, faut réfléchir à chaque fois et c'est tout l'intérêt de la démarche. Ouais, je dirais que cette slide-là, elle était volontairement mauvaise, d'une certaine manière, c'est qu'il faut absolument pas faire ce qu'on a fait à gauche. C'est de dire, voilà, on compare 1 kilo à 1 kilo, et c'est un peu la logique base éco-matériaux. Comme tu dis, à part le bâtiment où c'est pour un même usage, mais en plus 1 kilo, enfin, voilà, on fait pas la même chose avec 1 kilo d'acier et 1 kilo de PP. Donc c'est pour ça que c'est avec les recommandations très basiques, on risque en fait de tomber dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui d'éviter de faire. C'est des conclusions pas holistiques sur qu'une partie ou qui regardent pas les enjeux différents de cycle de vie ou d'impact environnementaux. D'ailleurs, quand on parle de matériaux, parce qu'on a aussi la question, souvent, que ce soit en plastique, du bois ou autre chose, c'est pas uniquement un matériau, c'est des adjuvants, c'est un traitement de surface. Est-ce qu'il y a des précaux qui sont donnés pour la filière?
Oui, bah, alors si on va plutôt parler on va dire sur les traitements de surface. Les enjeux vont être surtout sur les plastiques. Dans les filières métaux, ferreux, non ferreux, on arrive dans des étapes de fin de vie qui font qu'à 600 degrés, la peinture, elle ne pose plus un grand problème dans la barre d'acier, enfin même plus que 600 degrés, dans la barre d'acier qui va être produite, in fine. Dans les plastiques, c'est autre chose, on monte pas à cette température-là. Donc forcément, on va se traîner ces matières jusqu'au bout. Et moi, j'étais sur un site de régénération de plastique lundi. Au moment où on a visité, il y avait une petite pièce plastique qui avait, donc c'est un tout petit granulé qui est arrivé jusqu'au bout, mais voilà, on l'a vu, avec la personne, elle a dit, bah voilà, ça, quelque chose qui va, alors, au mieux être retenu par le filtre. Mais bon, ce qui rentre dans le filtre, il y a toujours de la matière qui reste avec, donc c'est de la perte dans tous les cas. Et que c'était des revêtements chromés, ben ça, soit au mieux c'est retenu dans le filtre et on perd la matière, soit ce revêtement chromé va passer parce que ne va pas être réussi à être filtré et va venir, ben on va avoir un ajout d'un perturbateur. C'était sur probablement de l'ABS. Le chrome, c'est pas de l'ABS, quoi, et ça rentre pas dans la composition d'un ABS classique. Donc on sait que certaines fois, certaines pièces plastiques peuvent être peintes, etc. Je dirais qu'aujourd'hui, dans l'électronique, par chance, on reste encore majoritairement sur du teinté masse. Et du coup, on va gérer la couleur. En fait, en mélangeant les couleurs, on fait plutôt du noir. Mais bon, à la fin, c'est-à-dire qu'on n'arrive malheureusement pas à produire tous les grades de couleurs. Enfin, c'est assez compliqué. On arrive sur certains, mais pas tous. Je vous réinvite à aller voir le webinaire sur le plastique recyclé, justement. Mais si demain, tout le monde, on a 50% des gisements qui sont des plastiques peints, ça veut dire qu'on a déjà 50% des morceaux qui risquent de poser des problèmes dans les filtrations. Et on va plus extruder des plastiques, mais on va filtrer de la matière, quoi. Et vidanger l'extrudeuse en continu. Enfin, ça se fait tout le temps, mais ça sera plus que on va dire du rebut de filtre et plus vraiment des billes extrudées. Donc plutôt un sujet plastique, je dirais, et maîtrisé aujourd'hui, mais parce qu'on reste dans quelque chose d'encore assez raisonnable, quoi. Ok, alors il y a pas mal de questions qui sont des questions très précises sur certains matériaux. Je propose qu'on les traite avec Edouard, parce que c'est des éléments personnels et on vous renverra éventuellement la réponse si on l'a ou comment on l'a trouvé. Par contre, il y a quand même une remarque de bon sens sur les filières en disant, mais je pense que ça réagit par rapport au bois, Edouard, en disant, mais c'est quand même étrange qu'il n'y ait pas de partenariat interfilière sur les matériaux à un moment donné, que ça ne recroise pas avec les autres filières REP ou autres d'ailleurs. Est-ce que tu as un mot à dire? Non, mais alors, très bonne remarque. Alors déjà, il y a une organisation réglementaire qui aujourd'hui dit que en France, on fonctionne par filière. Donc, la filière mobilier ne peut pas prendre un produit électronique. Donc, imaginons une enceinte qui peut être le produit le plus, qui est assez rare pour nous, mais on va dire les grosses enceintes classiques de qualité qui peuvent être avec un casing en bois. Prenons cet exemple-là. La filière ameublement, réglementairement, on ne peut pas la prendre. C'est un D3E, c'est à la filière D3E de la gérer. Ce qu'on pourrait peut-être imaginer, c'est de se dire, quand on voit arriver une enceinte, peut-être donc par site une fois toutes les 3 semaines, que l'opérateur, ils se disent, ah oui, ça, il y a du bois potentiellement dedans. Donc en fait, il le voit lui aujourd'hui le bois, mais il le voit potentiellement déjà. Il y a potentiellement eu déjà une première désintégration. Donc de tous les cas, le bois, il est rentré dans notre filière. Et si on le sort, le bois, il va être sorti. C'est une grosse enceinte, ça va être un gros morceau de bois du panneau particule ou quelque chose comme ça. On va le sortir, on va le mettre dans un flux qui sera plutôt un déchet banal. Mais de nouveau, ça va être un petit morceau dans toute une journée, voire dans tout un mois. Donc, je dirais que c'est vraiment ces enjeux de masse, 600 000 tonnes. Il faut bien garder ça en tête par an, et quelques enceintes par mois. Et dans tous les cas, la filière mobilier, elle-même, je pense que les enceintes ne représentent rien dans tout son flux. Donc, s'il faut commencer à discuter produit par produit, voilà, nous, on a 4000 adhérents.
Chaque adhérent ne produit pas qu'un produit, donc ça montre aussi la diversité quand on parle de D3E. Hein. On estime qu'on a entre 100 et 130 équipements D3E dans tout foyer français. Donc voilà, si on ramène au produit, ça veut dire que faut limite dans le foyer français être capable de dire ça tu le mets là, ça tu le mets ici, ça c'est de l'électronique, mais en fait c'est pas de l'électronique, faut que tu le mettes avec le mobilier. On a des discussions sur l'emballage où apparemment la poubelle jaune c'est déjà pas simple. Donc là on amène une couche qui serait idéale, je vous rejoins, mais qui est pas réaliste d'un point de vue opérationnel. Mais c'est des très bonnes questions en tout cas, et c'est intéressant que ça titille un peu parce que ça aussi ça nous responsabilise tous dans la compréhension de ces enjeux et de ce traitement des déchets. Et de toute façon, moins on aura en traité, mieux ça sera. Donc c'est un autre sujet, mais c'est vraiment la réduction à la source, quoi. Ok, bah, je crois qu'on a fait le tour. Edouard, comme j'ai dit, hein, on reprendra les questions, parce qu'il y en a certaines qu'on n'a pas pu traiter, qui étaient vraiment spécifiques, et donc avec Edouard, on vous amènera réponse sur ces points-là. En tout cas, vous n'avez pas fait votre boulot. Je vous avais demandé de faire quelque chose au début. C'était de nous donner les thématiques et j'ai rien su. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer ou par retour de mail à Edouard directement quand on vous enverra on va dire les éléments de, de présentation de ce jour. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir été aussi nombreux à ces webinaires cette année et on va travailler dur pour vous proposer quelque chose d'intéressant, de rester sur des webinaires techniques mais abordables pour tout le monde. C'est un peu la difficulté qu'on peut avoir. Et bien entendu, le replay sera mis à votre disposition. Alors, je sais qu'il y a des éléments qui m'arrivent là que je vais récupérer. Merci de le faire sur la réutilisation, sur le mise de place de fiches. Et voilà, il faut relancer. Donc, on va boucler là. Je les récupère et puis envoyez-moi ça par mail. Oui, puis on pourra voir pour faire un petit sondage un peu ouvert aussi. Pour obtenir ça, je pense qu'il y a aussi pas de problème pour répéter des webinaires. Hein. On avait fait certains. Je pense qu'à chaque fois, des gens peuvent être là et puis des fois pas là. Alors il y a les replays. On peut imaginer en refaire aussi parce que l'échange et la partie questions nous intéresse toujours. Alors on déborde à chaque fois, mais je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que ça ouvre des questions et on peut en refaisant un webinaire dire des choses qui sont déjà dites une première fois, mais les questions peuvent être différentes. Donc, en soi, il y a plein de choses à faire. Ok, donc on va regarder tout ça et puis on va vous renvoyer la liste de tous les webinaires parce qu'on nous le demande et peut-être réfléchir à un endroit pour qu'il y ait tous les liens à chaque fois au fur et à mesure, qu'on n'ait pas à vous les renvoyer à chaque fois et que vous puissiez retrouver vos petits. Ouais, il est prévu de tous les mettre sur notre site internet, comme ça vous les aurez tous en un coup aussi, les vidéos en fait. Comme ça, on renvoie sur ton site et ça évite d'envoyer 50 liens. Merci et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci à tous, au revoir.